Imaginez, vous faites défiler votre téléphone et vous les voyez. Ces magnifiques boucles d'oreilles à 2 €. Ce délicat ensemble de colliers à 5 €. Un clic et ils sont à vous. Rapides, abordables, tendance. Mais si je vous disais que le bas prix de ces articles ne se résume pas à une main-d'œuvre bon marché ou à des emballages en plastique? Et si le vrai coût était absorbé par votre peau? Bienvenue dans le podcast Écrin à bijoux. Je suis Ornessie et aujourd'hui je vais vous parler de la composition des bijoux qui touchent notre peau au quotidien, notamment ceux des plateformes de fast fashion. Je vais être honnête avec vous, je possède des bijoux de fast fashion, certains font partie de ma collection. Il ne s'agit donc pas de juger mais de partager des informations. Car en 2024, j'ai vu un documentaire qui devrait nous faire réfléchir avant de cliquer sur le bouton ajouter au panier. Donc dans cet épisode, je parlerai du nickel, de sa réglementation, des risques pour la santé et surtout comment faire des choix plus sûrs sans sacrifier son style. C'est parti. Au dernier trimestre 2025, une vive polémique a éclaté autour des géants de l'ultra fast fashion, Shein et Temu. L'élément déclencheur, aussi symbolique que puissant, fut l'ouverture par Shein d'une boutique éphémère au sein du BHV, grand magasin parisien emblématique. Du jour au lendemain, des produits que de nombreux consommateurs achetaient auparavant en ligne sont devenus tangibles dans l'une des capitales européennes de la mode. En réaction, l'association de consommateurs UFC Que Choisir a entrepris des tests sur les produits vendus par ces plateformes. Et les résultats se sont révélés extrêmement préoccupants. Ils ont retrouvé des taux élevés de substances chimiques toxiques qui ont été détectés dans des objets du quotidien tels que des jouets et des bijoux. Le 24 décembre 2024, la chaîne YouTube Deutsche Welle Documentary a diffusé un documentaire d'investigation consacré aux bijoux achetés sur des plateformes de fast fashion comme Shein et Temu. Et les résultats ont aussi conclu à des niveaux excessifs de substances dangereuses, une traçabilité faible ou inexistante, et un manque de transparence concernant les matériaux et la composition. Certains articles contenaient des taux élevés, notamment de cadmium, supérieurs aux limites réglementaires, ce qui est un problème grave parce que ça concerne des articles qui sont portés directement sur la peau et souvent quotidiennement. Donc l'enquête a suscité un vif intérêt. Aujourd'hui, la vidéo a atteint plus de 1,3 million de vues à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode de podcast. Et donc, c'est à partir de ces deux actualités, celle de l'ouverture du magasin Shein un peu plus récente et celle du document sur la chaîne Deutsche Welle Documentary qui date de 2024. Mais donc c'est à partir de ces actualités que cet épisode est né. Et au-delà des résultats d'analyse en laboratoire, le rapport avait bien mis en lumière un problème systémique, c'est que la fast fashion et l'ultra fast fashion reposent sur la rapidité, les prix ultra bas et les gros volumes. Et dans ce modèle-là, les contrôles de sécurité requis sont peu mis en place. Lorsque la production est optimisée avant tout pour le coût et la rapidité, eh bien, la sécurité des produits devient optionnelle, ce qui est particulièrement alarmant. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une question de sécurité des consommateurs. Du point de vue de la durabilité, cela touche au cœur même de ce que devrait signifier une production responsable. Quand on parle de durabilité, on se concentre souvent sur l'empreinte carbone, la consommation d'eau ou les déchets. Mais comme je l'ai évoqué dans mon épisode précédent, que je vous invite à écouter, cela ne concerne pas uniquement l'environnement, il concerne aussi les personnes.
Dans la norme ISO 26000, qui est une norme internationale de référence en matière de responsabilité sociétale des entreprises, il est stipulé que les organisations ont l'obligation de veiller à ce que les produits et services qu'elles fournissent soient sûrs et ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination. En termes simples, une entreprise ne peut pas se prétendre durable ou socialement responsable si ses produits nuisent aux personnes qui les achètent et les utilisent. C'est pourquoi la toxicité des produits s'inscrit pleinement dans le cadre de la durabilité. Lorsque des bijoux libèrent des substances toxiques au contact de la peau, il ne s'agit plus d'un simple problème de qualité. Et pourtant, malgré ce contact étroit et prolongé avec le corps, les bijoux fantaisie sont fréquemment produits avec un contrôle toxicologique minimal, en particulier lorsqu'ils proviennent de pays dont les cadres réglementaires sont faibles, ce qui constitue un vrai problème. Maintenant, entrons un peu plus dans le sujet, on va parler du nickel. Alors qu'est-ce que le nickel? Le nickel est un métal blanc, argenté naturel, largement utilisé dans l'industrie, notamment en bijouterie fantaisie. Il est fréquemment allié à d'autres métaux pour créer des alliages économiques et résistants. Le nickel entre également dans la composition des fermoirs, des revêtements et des éléments de structure des bijoux. Il permet aussi une meilleure adhérence du plaquage or ou argent sur les métaux de base moins coûteux. Sur le papier, cela semble pratique. En réalité, c'est problématique. C'est problématique parce que le nickel est l'une des causes les plus fréquentes de dermatite de contact allergique dans le monde. Une exposition répétée peut sensibiliser le système immunitaire et déclencher une allergie irréversible une fois installée. Les symptômes peuvent être des rougeurs et des démangeaisons, des éruptions cutanées, des plaques sèches qui ressemblent à des brûlures. Dans les cas les plus graves, on peut avoir des ampoules et des infections cutanées secondaires. On estime aujourd'hui qu'il y a entre 10 à 20% de la population qui est sensible au nickel, les femmes étant les plus touchées. Alors, la raison est assez simple, c'est que les femmes ont tendance à porter plus de bijoux que les hommes, commencent à en porter plus tôt, souvent par le biais de piercings aux oreilles. De plus, la friction et la transpiration augmentent considérablement la libération de nickel. Les risques du nickel sont très bien documentés. De nombreuses régions ont instauré des limites quant à la quantité de nickel pouvant être libérée par les produits en contact prolongé avec la peau. En ce qui concerne l'Union européenne possède une des réglementations les plus strictes au monde en matière de nickel, appliquée par le biais du règlement REACH, qui s'écrit R-E-A-C-H. Et cette réglementation dit que les objets insérés dans les parties du corps percées ne doivent pas libérer plus de 0,2 microgrammes de nickel par centimètre carré et par semaine. Les objets en contact direct et prolongé avec la peau, tels que les bagues, les bracelets et les colliers, ne doivent pas libérer plus de 0,5 microgrammes par centimètre carré par semaine. Donc, les marques qui commercialisent leurs produits dans l'Union européenne sont tenues de les tester, d'en assurer la conformité et d'assumer la responsabilité de la sécurité des consommateurs. Mais qu'en est-il dans le reste du monde? De nombreux pays, dont les États-Unis, n'imposent aucune limite fédérale, nationale, à la teneur en nickel dans les bijoux. Certains pays, comme le Canada et la Corée du Sud, ont adopté des normes similaires à celles de l'Union européenne, mais dans de nombreux centres de production, la réglementation est faible, mal appliquée, voire inexistante. Lorsque on commande sur une plateforme de livraison internationale, on reçoit souvent des produits qui n'ont pas été conçus spécifiquement pour respecter la réglementation locale. Par exemple, un bijou qui est vendu en Allemagne peut être identique à un bijou qui est vendu dans un pays où la présence de nickel n'est soumise à aucune restriction. Malheureusement, les marques vont privilégier le moins de contraintes, donc elles ne vont pas s'aligner sur les normes les plus élevées.
De nombreuses marques affirment que leurs bijoux sont sans nickel, mais cette étiquette peut être trompeuse parce que ce terme n'est pas toujours défini juridiquement et le plaquage de certains bijoux peut s'user avec le temps, libérant ainsi le nickel sous-jacent. En résumé, le nickel est très présent dans le modèle de la bijouterie fast fashion, car bon marché, efficace et pratique pour les marques, mais risqué pour les personnes qui le portent. Soyons honnêtes, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir des bijoux de luxe. La mode éphémère existe car elle répond à un besoin réel, des accessoires tendance et accessibles. Et il est important de le préciser, il ne s'agit en aucun cas de culpabiliser qui que ce soit. Mais nous pouvons faire des choix plus sûrs et plus éclairés. Voici comment. Numéro 1. Privilégiez les marques et plateformes européennes. Lors de vos achats en ligne, privilégiez les marques basées dans l'Union européenne ou celles qui affichent clairement leur conformité à la réglementation européenne sur les substances dangereuses. Numéro 2. Recherchez la transparence et les tests. Les marques réputées sont généralement transparentes quant à la composition des matériaux et aux tests de sécurité effectués. Donc, recherchez les références à la conformité réglementaire. L'absence de ces informations doit vous alerter. Numéro 3, soyez prudent et prudente avec les allégations sans nickel. Comme je l'ai indiqué précédemment, les étiquettes ne reflètent pas toujours la réalité. Donc si une marque affirme que ses bijoux sont sûrs ou sans nickel, vérifiez si cette affirmation est étayée par des tests ou des documents provenant d'organismes tiers. Numéro 4, choisissez des matériaux plus sûrs lorsque cela est possible. Si votre budget permet, privilégiez les matériaux reconnus pour leur faible toxicité, tels que l'acier inoxydable de qualité chirurgicale, l'argent massif, poinçonné 925, le titane, l'or de 14 carats ou plus, ou les matériaux hypoallergéniques ayant fait l'objet de tests vérifiés. Alors oui, ces options sont souvent plus chères, mais dans une optique de consommation responsable, un article durable et non toxique vaut mieux que plusieurs articles bon marché qui peuvent nuire à notre santé. Numéro 5, très important, écoutez votre corps. Si vous constatez des démangeaisons, des rougeurs ou des éruptions cutanées après avoir porté certains bijoux, cessez immédiatement de les porter. Ce sont peut-être des signes de réaction allergique et une exposition prolongée peut la rendre permanente. Et enfin, numéro 6, exigez de la transparence. Les consommateurs et consommatrices ont du pouvoir. Nous avons du pouvoir. Donc, soutenez les marques transparentes quant à la composition de leurs bijoux en matière de matériaux. Laissez des avis mentionnant les problèmes de santé et de sécurité que vous avez pu rencontrer. Exigez de meilleures normes, tout simplement. La durabilité englobe l'impact global de notre consommation sur la planète et sur les êtres humains. Et cela inclut un aspect très concret, la sécurité des produits que nous achetons. La toxicité des bijoux de la fast fashion n'est pas un problème marginal, elle touche des millions de consommateurs, notamment des femmes. Je possède encore des bijoux de la fast fashion, vous aussi peut-être. Mon objectif est d'aider à la prise de conscience afin de faire des choix plus judicieux à l'avenir. Dans la mesure du possible, choisissez des marques conformes à la réglementation européenne, soyez attentifs et attentives aux réactions de votre corps et n'oubliez pas, le terme sans nickel doit avoir une signification et ne pas se limiter à un simple argument marketing. Votre santé fait partie intégrante de la durabilité, votre sécurité relève d'une consommation responsable et c'est en exigeant davantage des marques et des plateformes auprès desquelles nous achetons que le changement s'amorce. Si cet épisode vous a fait réfléchir avant votre prochain achat de bijoux, faites-le moi savoir en commentaire et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller regarder l'enquête sur la chaîne YouTube de la Deutsche Welle Documentary, DW Documentary. De toute manière, je mettrai le lien dans la description. Et bien évidemment, si vous le souhaitez et si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.